Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous des placements ou des investissements passion, plaisir ou alternatifs de Smart Patrimoine. En l'occurrence, aujourd'hui, on s'intéressera aux investissements ou aux placements ou aux collections. D'ailleurs, nous verrons quel est le terme qu'il faut utiliser avec notre invité dans la mode, mais plus spécifiquement dans les accessoires de luxe et encore plus spécifiquement, vous le verrez, dans les sacs à main d'une certaine marque en plus en particulier. Nous parlerons de tout cela avec Alice Léger, spécialiste mode et accessoires de luxe chez Arcurial. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, où nous vous présenterons une initiative un petit peu originale. C'est à mi-chemin entre un concours de pitch et une vente aux enchères dans le but de faire des dons à des associations. Nous vous présenterons cette initiative nommée La Nuit du Bien Commun avec Thibaut Farinck, donc cofondateur de La Nuit du Bien Commun, et Frédéric Denarpe, ex-CEO de Cartier et de Bailly, mais actuel fondateur de Luxe Impact, qui fait partie des donateurs qui participent à la Nuit du Bien Commun. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement, placement, plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui gravite dans le monde de la mode, du luxe ou des accessoires de luxe. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alice Léger, spécialiste mode et accessoires de luxe chez Arcurial. Bonjour Alice Léger. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc, votre métier, c'est d'identifier des accessoires de luxe, vous allez nous dire lesquels en particulier, et ensuite donc de monter des ventes aux enchères en ce qui concerne ces accessoires de luxe. Nous, le prisme qu'on a envie de donner aujourd'hui à ces achats d'accessoires de luxe, c'est celui d'un placement. Est-ce que, d'ailleurs, première question, est-ce qu'on peut voir des accessoires de luxe comme des placements à court, moyen ou long terme, Alice Léger ? Alors oui, certaines pièces peuvent être effectivement une source d'investissement. D'accord. C'est notamment le cas des sacs Hermès. D'accord. Alors certains types de sacs Hermès, les Kelly et les Birkin, où effectivement c'est une marque qui va pouvoir se revendre plus cher sur les ventes aux enchères D'accord. qu'en prix boutique. Donc les Kelly et les Birkin, c'est deux modèles finalement de sacs Hermès. Et en fait, vous constatez qu'ils se vendent plus cher en vente aux enchères qu'en prix boutique, alors même qu'ils sont également accessibles en boutique, c'est ça ? Exactement, c'est parce que c'est des modèles qui sont peu produits. D'accord. C'est assez compliqué de les obtenir en boutique. Donc du coup, la plupart des gens sont d'accord pour payer plus cher aux enchères qu'en prix boutique. Après, il y a beaucoup de caractéristiques à prendre en compte. Ce n'est pas tous les modèles Birkin, ce n'est pas tous les modèles Kelly. D'accord. Plus un sac va être récent, plus effectivement il va avoir un prix cher sur les ventes aux enchères. Mais c'est vrai qu'on constate effectivement que sur ces deux modèles... Donc c'est en fait la stratégie de la marque, c'est de créer une sorte de rareté autour de ces produits, et donc ça crée un second marché où des gens sont prêts à payer plus cher. Ça veut dire qu'on est prêt à payer plus cher par rapport au prix boutique, mais est-ce qu'on constate également un gain de valeur dans le temps sur ce type de modèle dont vous nous parlez, ou même de manière plus générale sur des sacs à main ? Alors certaines éditions limitées, oui, qui sont D'accord. très recherchées, notamment par les collectionneurs. Sinon, sur un modèle classique, il va falloir quand même aller assez vite parce qu'on reste dans le domaine de la mode, donc c'est cyclique. D'accord. Donc plus un sac est récent, plus il va valoir cher. En revanche, plus il va être ancien et moins il va avoir d'estimation haute. D'accord. Donc il faut quand même être assez rapide dans l'achat et dans la revente si le but c'est d'avoir une marge. Une marge ou effectivement d'avoir une sorte de retour sur investissement. C'est intéressant ce que vous nous dites, c'est-à-dire que quand on rentre dans ce monde du luxe et encore plus spécifiquement de la mode, on a donc du coup, si je comprends bien, une marque avec laquelle on va constater des progressions dans le temps, mais il faut faire attention du coup au côté éphémère de la mode également, parce que les investissements, en fait des investissements de long terme dans la mode, ça existe ou c'est plus complexe C'est compliqué. À part quelques modèles vraiment des éditions limitées, par exemple, il y a une collection qui s'appelle So Black chez Hermès. Encore Hermès du coup. Et encore Hermès, toujours Hermès, qui date des années 2010, qui là n'a cessé de prendre de la valeur. D'accord. Mais c'est vraiment des éditions limitées. Sinon, sur l'ensemble des sacs, il faut quand même aller assez rapidement.
Alors, vous nous parlez d'Hermès parce que c'est votre spécialisation, effectivement, au sein d'Arcurial, mais c'est aussi parce que c'est la seule marque, en fait, où on voit de la progression, des progressions de valeur dans le temps, où il y a d'autres grandes maisons, de grands créateurs qui peuvent espérer que leurs produits trouvent une vie sur un second marché? Alors en ce moment, il y a Chanel qui est en D'accord, train de se faire une très belle place. À voir si ça va durer, parce d'accord. que c'est vrai que là, ils ont beaucoup augmenté leur prix, donc forcément, les gens prennent un intérêt sur les ventes aux enchères. On n'est toujours pas au niveau d'Hermès, c'est-à-dire qu'on n'est toujours pas sur du niveau à revendre plus cher qu'en prix boutique. Donc D'accord. vraiment, Hermès a une place très particulière sur les ventes aux enchères. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Arcurial a créé un département consacré aux ventes Hermès. Vente Hermès que de sac à main ou de manière plus large que ça? Alors, nous, on fait deux types de ventes. Il y a effectivement les ventes exclusivement de sacs Hermès et Hermès de manière générale, où là, on présente l'art de vivre, de la mode, des chaussures, divers objets, mais que de la maison Hermès. Et là aussi, la prise de valeur dans le temps se constate de la même manière que sur les sacs, où on est vraiment sur les sacs, où c'est vraiment les sacs à main, où on voit en fait un potentiel placement, alors alternatif évidemment, hein, mais C'est que les sacs et que les Birkin et les Kelly. d'accord. Ah oui, donc c'est très Oui, spécifique, c'est très, très, très ciblé. spécifique. On peut voir aussi un troisième modèle, le Constance, mais on n'est toujours pas sur une marge plus importante qu'en boutique. Donc, D'accord. vraiment, c'est toujours Kelly et Birkin. Sur tous les autres modèles et tous les autres objets, même si c'est Hermès, ça a de la valeur, mais ça en perd par rapport au prix boutique. Alors on va essayer de décortiquer ça ensemble quand même, et vous allez nous expliquer donc, ces caractéristiques qu'il faut prendre en compte quand on veut acheter un sac sur le second marché. Juste avant, qu'est-ce qui fait que ce soit que Hermès? Vous nous disiez par exemple que Chanel arrive en deuxième position. Pourquoi? Parce qu'il y a une stratégie de rareté mise en place également chez Chanel qui vient justifier ça, ou c'est la stratégie de rareté n'est qu'un des critères qui vient expliquer finalement que ce soit les sacs Hermès qui bénéficient de ce gain de valeur dans le temps? Je dirais que c'est qu'un seul élément, D'accord. c'est-à-dire qu'effectivement la production est assez limitée. Chanel essaie aussi de limiter la production, mais Hermès en fait a ce pouvoir d'être intergénérationnel. On va avoir une clientèle qui va être très jeune et un peu plus âgée. Vraiment, on passe sur tous les âges. D'accord. Et aussi qui touche à l'international. C'est vraiment, on a une clientèle qui est complètement des quatre coins du monde. Et c'est une force qu'on retrouve, alors un petit peu chez Chanel, mais qui est vraiment forte chez Hermès. Et je pense aussi que Hermès, c'est un petit peu le luxe à la française qui est vraiment valorisé. C'est ça, donc c'est aussi ce que dégage en fait la marque qui permet d'avoir de la place sur un second marché. Si on veut aujourd'hui acheter donc un sac Hermès, si je comprends bien, si on veut prendre un petit peu de valeur, c'est le seul qu'il faut acheter. Encore, il y a deux modèles. Quels sont les critères qu'il faut prendre en compte? Je sais que par exemple quand on parle de vente aux enchères dans le monde de l'art ou dans le monde du design, la provenance finalement d'une certaine collection va jouer, ou les caractéristiques de conservation. Sur les montres par exemple, on va même nous dire qu'il faut les porter régulièrement, que c'est le meilleur moyen de les entretenir. Quand on parle de sac Hermès, quelles sont les caractéristiques qu'il faut prendre en compte? Alors, il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur un domaine de la mode, donc D'accord. il faut suivre les tendances. Par exemple, tout ce qui est les tailles des sacs, c'est très important. En ce moment, on est vraiment sur les petits modèles. D'accord. On n'est pas à l'abri que dans 2 ans, les très grands modèles reviennent. Donc on revient sur ce sujet de mode, attention, Oui. ça peut évoluer vite. C'est cyclique. D'accord. C'est cyclique. Il faut essayer aussi d'avoir des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, parce que certes, un sac noir, c'est un classique, donc on ne prend pas de risque, mais on ne va pas forcément se faire une marge très importante, donc essayer de trouver une couleur qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Et puis l'année du sac qui est très important. D'accord. Plus il est récent, plus il va valoir de l'argent. D'accord, donc en fait, on est vraiment sur une typologie d'acheteur qui va l'acheter pour le porter derrière. On ne va pas le conserver au titre d'une œuvre d'art ou d'une œuvre de design en disant, bah voilà, regarde, j'ai tel sac Hermès ou telle édition originale. Ça n'existe pas, en fait, on va le porter. On a quand même quelques clients qui ont cette valeur artistique sur le sac, mais la plupart du temps, on est quand même sur des modèles qui vont être portés. Donc oui, on est sur un bien pas de consommation, mais un bien qu'on va porter tous les jours et qu'on va essayer d'assortir au gré de nos tenues. Et alors aussi, je prends l'exemple d'un sac, mais d'un sac, d'une veste, d'une robe ou autre, si on a ou si on veut acquérir ce type d'accessoires ou de luxe ou de mode, parce qu'il a appartenu à
telle actrice ou tel acteur ou telle personne emblématique. Là, ça peut jouer quand même sur une prise de valeur de l'objet ou pas forcément? Alors sur les sacs, la plupart des clients restent confidentiels. D'accord, Ils veulent pas qu'on dise d'où ça provient. d'accord, En revanche, sur certaines collections de robes, là, la provenance peut avoir un impact. Par exemple, si c'est une robe qui a été portée pendant tel festival ou dans tel film, là, ça peut avoir une importance. Ça va pas, ça va jouer sur le prix final, mais on va pas non plus atteindre des sommets dans les prix. c'est intéressant parce que finalement, c'est un marché vraiment de niche et c'est presque un second marché pour donc, ces sacs Hermès, mais derrière, on n'est pas du tout dans une logique d'investissement de la part des gens qui les achètent. Dans le monde de la mode, de manière plus générale, puisque vous travaillez également dans ce département-là, on constate ce même type de mécanisme, je ne sais pas, moi, sur des robes, sur des vestes, sur des pantalons, ça existe aussi ou pas du tout? On n'est pas dans la même démarche. Je dirais que sur les robes, ça va plutôt être on va vider ses placards. D'accord, ok. C'est Et pas... comme on a acheté des vêtements chers et luxueux, on les revend du coup. Exactement, Il y a des oui. preneurs, mais Oui. on n'est pas dans une logique de placement ou d'investissement. Non, après, Non. c'est vrai qu'il y a aussi un aspect patrimonial qui est assez important. Donc, là, D'accord. ça va être des pièces de collection qui vont plutôt s'adresser à des musées ou des institutions. Mais c'est vraiment pas la majorité de ce qu'on présente. On n'est pas du tout sur le même prototype de client que sur les sacs. Et alors, dernière question, Alice Léger, on n'a pas donné de montant. Est-ce qu'on peut donner un pourcentage, par exemple, d'un sac qui serait vendu en vente aux enchères par rapport à son prix boutique? Par exemple, là, sur notre dernière vente au mois de janvier, on avait un sac qu'on avait estimé à 6 500 € D'accord, et qui s'est envolé à 45 000 €. d'accord. Voilà. 45 000 euros. Oui, 45 Et 000 le €. prix boutique, il était de... Le prix boutique, alors c'est un sac qui a une dizaine d'années, donc je dirais qu'il était autour de 6 000 €. Et alors, comment est-ce qu'on explique une telle explosion du prix? Parce que Ah, pour le coup, c'est encore la rareté qui oui, va jouer? parce que c'est un type de sac qui ne se fait plus, c'est un type de cuir qui ne se fait plus chez Hermès et du coup qui est assez recherché. D'accord. Alors là même que vous nous dites qu'il faut parfois faire attention aux effets de mode, mais il reste des indémodables. C'est là toute la difficulté de l'investissement dans les sacs, c'est qu'il faut à la fois suivre les tendances actuelles et aussi regarder si Hermès fait toujours ce type de cuir ou pas. Merci beaucoup Alice Léger d'être venue Merci nous à donner vous. quelques clés pour décrypter effectivement donc ces placements dans la mode et plus spécifiquement donc dans les sacs à main et même sacs à main d'une certaine marque qu'on a beaucoup cité aujourd'hui. Alice Léger, je rappelle que vous êtes spécialiste mode et accessoires de luxe chez Arcurial et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine où nous allons vous présenter une nouvelle façon de faire des dons. Une façon qui mixe concours de pitch mais aussi vente aux enchères et qui permet du coup de sélectionner les associations auxquelles vous décidez de faire des dons. Cette initiative s'appelle la Nuit du Bien Commun et pour en parler nous avons le plaisir de recevoir un des 3 cofondateurs, Thibaut Farinck, cofondateur de la Nuit du Bien Commun, est avec nous en plateau. Bonjour Thibaut Farinck. Bonjour Nicolas. Vous allez nous présenter dans un instant la Nuit du Bien Commun, mais vous n'êtes pas venu seul, vous êtes également venu avec Frédéric Denarpe. Bonjour Frédéric Denarpe. Bonjour Nicolas. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler un grand donateur dans cette Nuit du Bien Commun, ou en tout cas un donateur qui prend la parole sur le sujet. Un mot également sur votre parcours professionnel. Vous avez été président de Cartier Amérique du Nord, vous avez été président d'Harry Winston et aujourd'hui vous êtes le fondateur de Luxe Impact. Peut-être vous pouvez nous le présenter en quelques mots pour comprendre? Effectivement, Luxe Impact est une holding de marque, on appelle Startup Studio, qui relance des maisons de joaillerie françaises historiques éteintes avec une stratégie éthique et responsable. D'accord. Donc avec l'idée d'arriver de ce monde du luxe traditionnel et d'y intégrer un petit peu d'impact, ça va faire le lien peut-être avec ce qu'on va se dire tout à l'heure, ou un petit peu d'éthique, ou un peu plus d'éthique en tout cas. Voilà, basé sur des matériaux traçables, beaucoup de circularité, de recyclage, l'or recyclé, de diamants de laboratoire, qui sont le fruit du génie humain, tous les matériaux nouveaux qui sont éthiques et responsables dans l'industrie du luxe. Et donc vous relancez des marques françaises éteintes ou désuètes. Vous avez des noms à nous donner qui rappelleront peut-être certains souvenirs aux gens qui nous écoutent? Absolument, alors aujourd'hui est un grand jour pour la Maison Weber,
qui est relancée par Camille Weber, présidente de la Maison Weber, 7e génération, et qui ouvre sa première boutique au printemps aujourd'hui. D'accord. Première maison, entreprise à mission dans le luxe, et Luxe Impact est en joint venture en partenariat avec la Maison Weber. On a relancé il y a 4 semaines aux États-Unis, Oscar Massin, un réformateur du diamant, aussi première maison d'héritage à faire du diamant de laboratoire aux États-Unis. Et il nous en avait une 3e sur la circularité que nous lançons cet été. D'accord, et à suivre donc effectivement des noms qui, moi, me parlent pas forcément, mais parlent peut-être aux gens qui nous écoutent. Et Frédéric Denard, du coup, vous serez peut-être le 28 avril à Lille, ou en tout cas le 7 décembre à Paris, pour la Nuit du Bien Commun. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Thibaut Farinck, je le disais, vous êtes 3 cofondateurs de la Nuit du Bien Commun. J'ai annoncé en introduction, moi je définirais ça comme un mix entre un concours de pitch et une vente aux enchères, mais peut-être que vous allez nous expliquer pourquoi vous avez décidé d'innover dans cette manière de faire des dons à des associations, et ensuite nous expliquer le mécanisme tel qu'il existe aujourd'hui. Alors oui, la Nuit du Bien Commun, on l'a imaginé il y a 5 ans, D'accord. avec Pierre-Édouard Sterin et Stanislas Billaud-Lochner, avec 2 volontés. La première, c'était de sensibiliser à la philanthropie le plus grand nombre de personnes. D'accord. Donc d'ouvrir ces moments de générosité, ces charity dinners, à un maximum de personnes. Et la deuxième, c'était à la fois de professionnaliser tout ce secteur-là en réinventant les formats. Et on a inventé donc un nouveau format il y a 5 ans, ce format pitch, où on a plusieurs projets qui viennent durant une soirée, qui viennent solliciter les personnes en salle directement. Et il y a tout un décorum autour de ces événements. C'est-à-dire que les personnes en salle sont les donateurs, et vous avez les associations qui pitchent sur scène, finalement, comme des startups, sauf que là, elles pitchent des projets, des projets à but humanitaire. Exactement. Elle vient nous raconter en 4 minutes à la fois l'enjeu de l'association, comment elle y répond, et un projet très concret avec une sollicitation de dons pour finir. Et alors, pourquoi avoir mis ça en place? Qu'est-ce qui n'allait pas dans le système de dons tel que vous le connaissiez? Alors, le système en place fonctionne extrêmement bien. Il y a des modèles extrêmement efficaces. C'est juste qu'on a amené une manière différente de solliciter les donateurs et de présenter les associations et leurs projets. Donc ça veut dire que vous sélectionnez en fait un certain nombre d'associations qui montent sur scène, qui ont 4 minutes pour définir leur projet, et ensuite on lève la main et comme si on avait investi dans une entreprise. Là en fait on fait un don, c'est ça? Exactement, c'est des soirées de levée de dons. Donc le principe, un pitch de 4 minutes, et ensuite j'ai un commissaire-priseur qui est là sur scène pour solliciter la salle. Et on sollicite la salle à 4 paliers de dons. On commence une première fois à 5 000 €, une deuxième fois à 1 000 €, 500. Et puis on fait une dernière salve à 100 €. Et les personnes en salle ont chacun un panneau avec un numéro. Donc on reprend vraiment les codes des salles des enchères. Et les personnes manifestent leurs dons en levant leur panneau. Et le commissaire-priseur cite les numéros de panneau. On cumule tous ces dons sur un compteur qui sont affichés derrière. Et ça crée une émulation collective où à la fois les grands donateurs et les donateurs à 100 € peuvent également participer en bouclant les cagnottes et les objectifs recherchés. Donc c'est presque l'inverse d'une vente aux enchères. On commence par les dons les plus élevés et ensuite on descend progressivement pour que tout le monde puisse donner, puisque j'imagine que tout le monde ne peut pas donner 5 000 € pour chaque projet. Et donc l'idée c'est de faire descendre les dons. Donc Frédéric Denard, vous avez été dans la salle plus d'une fois, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette innovation par rapport aux manières traditionnelles de faire des dons? Vous êtes là depuis le tout début, je crois, dans le projet de la Nuit du Bien Commun. Alors effectivement, quand il y a Stan Billaud-Lochner, aussi cofondateur, qui vient me voir il y a 6 ans et qui me propose, qui avait cette vision très claire avec Thibaut de cette nouvelle philanthropie. Alors moi, je vivais à Londres, je venais de 8 ans des États-Unis, et je vivais déjà depuis quelques années à Londres, donc le climat anglo-saxon, et ça m'a beaucoup touché immédiatement parce que c'était pour moi me retrouver dans ce type de projet, car on décomplexe l'argent. D'accord, dans le climat judéo-chrétien qu'on connaît, dans la vieille Europe, l'argent, c'est oui, il faut le cacher, on ne veut pas parler, etc. Alors, on ne veut pas dire combien on gagne, on ne veut pas dire de quoi on a besoin, même quand on est une association. Et l'argent, c'est très bien. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, il y avait une très jolie manière de pouvoir vraiment introduire 10 sujets, 10 charities, passer au travers d'un filtre d'un jury extrêmement professionnel, et de manière ludique, très professionnelle, de pouvoir avoir la chance d'être, et dans un côté très festif, parce que c'est hyper sympa, il faut faire le décorum autour, de pouvoir lever sa main, lever son numéro, et puis donner. Mais décomplexé, mais en prenant le meilleur de l'Amérique, le côté j'ai du cash, je le redonne, etc. Et l'élégance, la finesse, et la discrétion aussi, l'humilité, qu'ont les Français vis-à-vis de l'argent, puisque c'est les numéros, c'est totalement anonyme. Et donc, il y a de la place pour chacun.
celui de donner 5 000 € de façon tout à fait anonyme, finalement, avec un numéro. D'accord. Et de la même manière, celui qui peut donner 100 €, donner 100 €. Mais Oui, tout le monde a sa on connaît chance. le montant, mais on ne sait pas qui donne, qui fait le don, c'est ça? C'est ça. Ça reste anonyme. Totalement. Thibaut Farinck, une question qui vient comme ça. J'ai parlé de concours de pitch. Généralement, ceux qui gagnent les concours de pitch sont ceux qui ont les meilleures idées ou ceux qui savent le mieux les défendre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut bien savoir prendre la parole à l'oral quand on est une association, du coup? Alors non, pas forcément, parce que comme Frédéric l'a dit, il y a un processus de sélection qui est très rigoureux. On a en général une centaine de dossiers déposés par ville qui organise une nuit du bien commun. Il y a une première relecture qui se fait par écrit sur une plateforme. On arrive à une sélection de 20 dossiers. Ces 20 dossiers, on les amène à un grand oral où on les écoute. On est une vingtaine dans le jury, à la fois composé de grands donateurs, d'institutionnels, comme la Fondation de France, la Fondation Caritas ou des fondations plus locales, en fonction de là où on va. Ça, c'est avant la soirée, pour le coup. Ça, c'est avant la soirée, donc il y a tout un processus en amont. Et lors de ce grand oral, on les entend, ils se mettent en conditions réelles, 4 minutes de pitch, et là, on les retient pour savoir qui est-ce qu'on veut à la soirée. Et ensuite, on les accompagne avec un coach en prise de parole pour effectivement faire en sorte qu'ils soient au niveau le jour J. D'accord, pour pouvoir présenter le mieux possible leur projet. Résumer, alors vous me direz, on le fait bien dans le monde de l'entreprise, mais résumer un projet humanitaire en 4 minutes, c'est pas une difficulté pour les associations qui... C'est une torture même. C'est une torture, oui, c'est ça. résumer une vie ou un engagement de plusieurs années en 4 minutes, c'est difficile, donc il faut arriver à sélectionner les bons mots, les bons arguments, et surtout de mettre en avant, j'allais dire, le bon projet, celui qui va toucher les cœurs, qui va toucher les âmes et qui va pouvoir vraiment lever le maximum de dons pour pouvoir embarquer la salle. Frédéric Denarpe, quand on vient dans une soirée comme celle-là, j'imagine qu'on a un montant qu'on a prévu de donner au départ. On sort systématiquement avec un montant plus élevé qu'on a donné à l'arrivée ou La réponse, c'est oui. D'accord. Parce que, de fait, vous connaissez les 10 organisations. Non, on vous envoie les 10 organisations qui sont sélectionnées parmi des centaines, d'ailleurs. Vous en connaissez toujours une ou deux ou trois. Vous arrivez en disant, bon samaritain, je vais venir avec mes amis. On va essayer de donner le maximum. Et puis, c'est les charities que je connais déjà. Et en fait, on est touché au cœur. Parce que quand effectivement, tout à fait professionnellement et en 4 minutes pour toucher les cœurs, ces personnes-là viennent vous adresser un message. Nous, il y a une sorte d'émulsion dans la salle. L'émulsion, là, j'étais avec mon épouse. Elle m'a dit, attends, on a déjà donné, mais on peut pas les laisser, ceux-là. D'accord. Ouais. Et donc, il y a une... Voilà, ça élève, je dirais que ça élève toute la salle, ce schéma. C'est intéressant parce que vous dites, on va voir les charities qu'on connaît déjà. C'est-à-dire qu'en fait, on vient presque en se disant, telle cause me touche, donc je donnerai. Et puis, en fait, finalement, on est touché par d'autres causes, c'est ça? En fait, on s'aperçoit qu'en France, il y a beaucoup de leaders, des gens qui mettent de côté leur carrière pour se concentrer pour les plus pauvres, les plus démunis en France, qui ont des idées de génie et qui ont juste besoin d'aide. Et donc, c'est le beau de cette nuit du bien commun, parce que quand je dis que le nuit du bien commun élève tout le monde, élève parce que les charities eux-mêmes, les organisations, sont formés pour en 4 minutes expliquer leur thème, pour être capables de dire qu'est-ce qu'ils vont faire pour 40 000 €, 50 000 €. D'accord. Et ça, c'est vraiment un vrai challenge. Élève la salle, parce que nous, les donateurs, par curiosité, on en apprend sur 10 organisations, donc c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, on est tous occupés. Que vous ne connaissiez pas forcément au départ. On ne connaissait pas du tout. D'accord. Ouais. Et donc, en 4 minutes, vous avez l'essentiel, la substantifique moelle des plus belles organisations françaises. Thibaut Farinck, c'est effectivement une question qu'on peut se poser quand on découvre ce mécanisme qu'on ne connaît pas. Généralement, on a tendance à donner aux plus grosses associations en se disant c'est là où sera le plus gros impact. Là, si je comprends bien, finalement, on va découvrir des associations qu'on ne connaît pas. Du coup, et ça fonctionne quand même. Ouais. Une des volontés qu'on a eues avec Pierre-Edouard et Stanislas quand on a monté la Nuit du bien commun, c'est d'aider ceux qui en avaient le plus besoin, les structures qui ne sont pas forcément équipées avec des services de fundraising propres. Et donc, un des critères, par exemple, sur les Nuits du bien commun, c'est de sélectionner des associations qui ont moins de 5 millions d'euros de budget. D'accord. Pour s'assurer qu'on vienne aider celles qui en ont le plus besoin, à la fois en notoriété, en dons et en réseau également. Et alors, c'est, je crois pour l'instant, essentiellement centré sur des projets français, majoritairement. Il y a des projets internationaux, mais essentiellement des projets en France. Pourquoi ce choix, Thibaut Farinck ? Alors, on a aujourd'hui une quinzaine de nuits du bien commun qui auront lieu en France, avec effectivement la volonté de mobiliser localement entreprises, acteurs locaux pour une nuit du bien commun et d'aider localement les associations. En revanche, on a typique, je racontais à Frédéric qu'on allait ouvrir Monaco pour le bien commun. On était sollicité par le gouvernement princier. Et là, pour le coup, cet événement sera exclusivement réservé aux OSI, les organismes de solidarité internationale qui œuvrent principalement en Afrique et en Asie. D'accord. Donc, en tout cas, ce qui fonctionne bien, ce qu'on a remarqué dès les premières nuits du bien commun, où pour le coup, j'allais dire, le scope était
était assez ouvert. Les associations, les projets qui touchaient le plus, étaient ceux qui œuvraient localement. D'accord. C'est-à-dire que oui, parce que comme vous allez dans une ville et vous réunissez acteurs locaux et entreprises, finalement, les entreprises sont contentes de financer des projets locaux qui concernent leur ville ou en tout cas leur région directement. Exactement, ouais, tout à fait. Alors, il nous reste un peu de temps. On va peut-être. Donc, on a parlé des dons, effectivement, on a parlé de l'engagement. On est dans une émission, on parle de gestion de patrimoine aussi. Il y a des impacts parfois sur la fiscalité quand on fait des dons. C'est important à prendre en compte, peut-être pour permettre à plus de personnes de faire des dons. Quand je donne 1 000 € et que je suis un particulier, Thibaut Farinck, alors on va peut-être pas faire le calcul en plateau, hein, bien sûr, mais j'ai un avantage fiscal le jour où je remplis ma déclaration fiscale. C'est ce qui rend évidemment le don attractif, cet avantage fiscal. Et sur toutes ces soirées, donc l'ensemble des associations qui sont mises en avant sont éligibles à reçu fiscal. D'accord. Donc il y a à la fois un crédit d'impôt sur l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% et un crédit d'impôt sur les sociétés à hauteur de 60%. Donc, ce qui permet pour une personne qui est en salle de pouvoir à la fois donner personnellement ou avec son entreprise, en fonction. Si jamais il la dirige ou il est entrepreneur, évidemment. Mais... Exactement, ouais, tout à fait. Donc il y a un avantage fiscal aussi qui est à prendre en compte. Frédéric Denarbe, j'imagine qu'on ne donne pas forcément pour avoir un avantage fiscal, c'est pas la raison principale, mais ça peut permettre de convaincre plus facilement peut-être un certain nombre de donateurs quand même. Personnellement, ça n'a pas été l'élément déclencheur puisque je n'étais pas fiscalisé en France depuis 30 ans. D'accord. Okay. Pour Lux Impact l'année dernière seulement. Donc, ce n'était pas vraiment l'élément. Bien sûr qu'il est très important pour les Français et pour moi maintenant qui suis en France. Pour moi aussi, un élément extrêmement positif de la Nuit du Bien Commun, c'était la connexion que les donateurs pouvaient avoir avec chacune des organisations. D'accord. Puisque après la levée de fonds, il y a un petit cocktail organisé, très simple, très informel, très au niveau de très professionnel aussi, où chaque patron ou chaque représentant de chaque organisation est ouvert à répondre aux questions des donateurs. Et donc, ça vous permet de lier un lien et de vous connecter émotionnellement avec ces charities que vous avez aidés en fin de soirée. Et ça, c'était un élément très important. Quand on a peu de temps, 10 organisations, on en connaît une ou deux, 8 qu'on découvre, et puis on peut aller directement avec lesquelles on peut communiquer à la fin de la soirée. Et on peut échanger réellement avec les porteurs de projets. Alors justement, Thibaut Farinck, qu'est-ce qu'on trouve dans ces Nuits du Bien Commun en termes de projets associatifs? On n'en a pas parlé, on a parlé de la soirée, on a parlé des donateurs, mais les projets, du coup, qu'est-ce qu'on trouve comme projet? On a voulu vraiment avoir la meilleure représentativité du tissu associatif français. Et donc, il y en a pour tous les goûts, j'allais dire. Il y a des sujets sur la thématique de la pauvreté, du handicap, de l'éducation, de la formation. Vraiment, la dizaine de thématiques sur toutes les vulnérabilités sont représentées pendant ces soirées. On a envie vraiment de mettre en avant tous ceux qui œuvrent et toutes les personnes qui peuvent bénéficier de ces associations. Donc, il y a un véritable enjeu sur chaque soirée d'avoir une diversité de projets, de thématiques pour pouvoir aider un maximum de monde. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est heureux de se démultiplier autant et d'en faire autant de Nuits du Bien Commun, puisque systématiquement, c'est autant de soutien qu'on apporte à ceux qui en ont le plus besoin. Et alors, prochaine édition, donc 28 avril à Lille, et ensuite à décembre, donc la grande édition de la Nuit du Bien Commun, si je peux l'exprimer ainsi, le 7 décembre à l'Olympia. Exactement. À l'Olympia. On a la chance d'avoir l'Olympia qui nous est offert, donc on ne dit pas non. Merci beaucoup Thibaut Farinck, donc cofondateur de la Nuit du Bien Commun. Merci également Frédéric Denarbe, donc fondateur de Lux Impact. Merci à tous les deux. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart. Merci Nicolas.